Hello à tous, hello à toutes. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Aujourd'hui, je viens en fait vous raconter un peu mon témoignage. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je viens au travers de ce jour en fait pour vous parler de moi, savoir que vous puissiez apprendre à me connaître, que vous sachiez, excusez-moi, qui je suis. J'avoue que je suis stressée et en même temps émue de filmer cette vidéo parce que j'aime pas parler de moi. Je déteste parler de moi. Mais je sais assurément qu'au travers de ce témoignage, en fait, que ça puisse parler à un grand nombre d'entre vous, surtout à des jeunes, une personne en fait qui a été dans mes situations où c'était compliqué, c'était difficile. Et en fait, je prie vraiment dans le nom de Jésus que cette vidéo te fasse du bien, qu'elle puisse te parler, qu'elle puisse te toucher. Au nom de Jésus. Amen. On va déjà commencer par le commencement. Ma naissance, donc moi je suis venue au monde. En fait, je ne vais pas vous apprendre. Il faut dire aussi que ma venue en fait sur Terre a été compliquée dès le départ. C'est-à-dire que en fait ma mère enchaînait plusieurs travails en même temps. Et ma mère est quelqu'un qui est insomniaque, qui ne dort pas. Elle ne dort pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, elle était déjà, bon, le fait qu'elle ne dort pas, le surmenage, tout ça. En fait, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et un jour, vous connaissez déjà les mamies. Ma mamie dit, regarde ma maman, et elle dit, mais tu es enceinte? Et ma mère dit, non, pas du tout. Je prends mes contraceptions, tout ça. Bref, elle a été à l'hôpital. Et c'est là, le choc est arrivé. Elle est allée à l'hôpital juste pour une consultation, pour voir si elle était enceinte ou pas. Et au final, elle n'est jamais ressortie de l'hôpital. C'est-à-dire que quand ils ont vu ma mère, ils ont fait les échographies, les bilans, tout ça, ils se sont rendus compte en fait qu'elle était déjà enceinte de 8 mois. De 8 mois. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec, voilà, comme j'explique, le fait que maman ne dort pas, et quand elle ressentait la fatigue aussi, elle buvait beaucoup de café, les maux de tête, donc médicaments, enfin tout ça, tout ce surmenage en fait a entraîné le fait que je ne me suis pas développée. Ce n'était pas de la maltraitance ou autre, c'est juste qu'elle ne savait pas en fait qu'elle était enceinte. Et donc ce qui s'est passé, en fait, comme elle était déjà, on va dire entre guillemets, à terme, la poche en fait s'est crevée, c'est percé, pardon, oui je suis stressée. En fait, la poche des os s'est percée et en fait, ils ont remis du liquide. Ils ont remis du liquide. En fait, non, ils ont remis du sérum physiologique, pardon. Ah, je suis stressée. J'arrive pas. J'ai envie de pleurer déjà. Donc, je disais, elle est rentrée à l'hôpital juste pour un contrôle de routine. Au final, elle n'est jamais ressortie de l'hôpital. Parce qu'ils se sont rendus compte en fait qu'elle était déjà enceinte depuis 8 mois. Et comme je ne me suis pas développée en fait et que la poche était déjà percée, en fait, je me suis dit, mais madame, vous ne pouvez pas rentrer chez vous en fait. Donc voilà, ma mère aussi a chu en train de se battre entre la vie et la mort et tout ça. Parce que voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que ils ont remis du sérum physiologique. Comme en fait elle a perdu le liquide, en fait, ils ont remis du sérum physiologique. Et moi, je ne me suis pas développppée en fait. Mais alors, pas du tout, elle n'avait pas de ventre, elle n'avait rien du tout. C'était même pas. Ouais, c'était une forme de déni de grossesse, mais en fait, je ne me suis pas développée du tout. Donc, il fait qu'on lui donnait en fait. Alors, on dit que quand on est enceinte, enfin, en général, même pas enceinte, il faut manger des glaçons, il faut manger glacé. Donc, en fait, elle mangeait beaucoup de glaçons, beaucoup de floups, beaucoup de trucs glacés en fait pour que je puisse prendre, en fait, que je puisse grossir en fait parce que j'étais minuscule. On n'aurait pas dit qu'elle était enceinte. Et en plus, donc il y avait ça, il y avait les médicaments, il y avait, enfin bref, un méli-mélo. Jusqu'à ce que voilà, à un moment donné, on va dire que j'ai pris du poids. Donc en fait, il était temps de sortir. Il était temps de sortir. Mais il faut savoir aussi que, je vous raconte ça, ça paraît très court, mais en fait, il s'est passé, écoutez bien, il s'est passé 11 mois entre... Enfin, quand je dis 11 mois, c'est-à-dire que je suis née à 11 mois et demi. Donc, elle est restée à l'hôpital plus de 3 mois. Pour que, justement, les médecins, les sages-femmes et tout, puissent, en fait, essayer de me faire grossir ou prendre du poids parce que c'était pas normal. Et elle ne voulait pas avorter, elle ne voulait pas me perdre et tout. Donc, ma mère a pris le risque, en fait, de me garder
mais de se battre. Sauf qu'en fait, dans tout ça, ça engendre des problèmes dans le sens où, en essayant de me faire grossir tout ça, la bourrée de médicaments, de cibles, en fait, ça a créé aussi des problèmes de santé. Et en même temps, c'était aussi pour essayer de me sauver moi, en fait. Donc, comme on dit, les mères, en fait, quand elles voient que leurs progéniture en fait, sont en danger, mais en fait, je sais pas quoi ce qui se passe, ça veut dire qu'elles se transforment. Et que, voilà, en fait, je suis venue au monde, je vais passer cette étape, comment je suis venue au monde, qui m'a accouché et tout, parce que, bon, ça c'est un peu délicat, mais voilà. Quand, en fait, arrivé au moment, en fait, de sortir de la maternité, non, je ne suis pas sortie tout de suite, je suis restée, ma mère est restée quand même, donc je suis née à 11 mois et demi, et après, elle est restée, il me semble, hein, je ne me rappelle pas de tout, mais je sais qu'elle m'a dit que je suis restée peut-être 2 mois après. En fait, il faisait des, comment dire, c'était pas des expériences, mais en fait, il prélevait tout le temps mon sang pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je ne me suis pas développée, est-ce que c'est de la maltraitance. En fait, il prenait tout le temps du sang. Et un jour, c'était avec moi, un jour, mon grand-père est un militaire. Un militaire, d'accord. Le vrai antillais qui vient de Gros Cap, en Guadeloupe. Le monsieur militaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un médecin est venu et en fait, il voulait me prendre du sang, mais en fait, il voulait me piquer à la tête, au niveau des tempes. Mon grand-père a dit, c'est fini. Vos expériences bizarres à vouloir comprendre le ci, le ça, c'est fini. Ma fille et ma petite fille vont rentrer à la maison. Vous allez continuer les traitements à la maison, mais les histoires de prendre du sang, c'est terminé. Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée. En fait, ma mère m'en est sortie. Mais j'étais sous couveuse et il y avait une infirmière qui venait tous les jours. Tous les jours. Mais si ce n'était aussi simple, il y a eu aussi le problème de la DAS en fait a voulu me récupérer parce qu'ils ont cru que ma mère me maltraitait. Que peut-être que oui, peut-être qu'elle savait qu'elle était enceinte, mais c'était de la négligence, elle n'en avait rien à faire alors que pas du tout. Donc il y a eu tout ce combat de oui, avec les papiers, le ci, le ça. Ma mamie qui à l'époque travaillait aussi, on va dire, pour la DAS. Je me rappelle pas bien, mais je sais qu'elle travaillait, il y avait un rapport entre les deux avec la DAS et tout. Donc, essayer de se battre pour qu'on puisse pas prendre ma garde, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'ils se disent que oui, ma mère est venue se présenter à l'hôpital seulement après, genre, je suis à bout de 8 mois. C'est seulement après les 8 mois qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Bref, c'était toute une, on va dire, une affaire pour que, voilà, je puisse rester entre les mains de ma famille. Je suis gloire à Dieu si je suis là, parce que j'étais avec eux. Mais c'est un combat qui a duré un bon moment apparemment. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? J'ai eu une enfance très joviale. J'étais fille unique à ce moment-là. Donc j'étais toute seule. J'avais vraiment... on va dire, je suis la première petite fille de la famille. Donc j'étais gâtée. Mon papy me gâtait. J'étais pas pourrie, mais j'étais gâtée. Et aussi, il y a eu une phase, enfin un moment où ma grand-mère, en fait, elle est cardiaque. Et ça, par contre, c'est ma grand-mère et ma mamie qui m'ont raconté. En fait, ma mamie a fait un arrêt. Et elle a fait l'arrêt devant moi. Et moi, apparemment, instinctivement, ils ont dit que j'ai commencé à lui faire des massages cardiaques en mode non, mamie, ne meurs pas, c'est pas le moment, je vais pas mourir et tout et tout. Et en fait, ils ont dit qu'ils pensent que quand ils ont vu, enfin quand j'ai vu le camion des pompiers, tout ça, ça a dû pas faire un choc, mais c'est passé quelque chose parce que je me suis retournée, j'appelle ma mamie, je dis mamie, et après ça je regarde maman, je dis maman, je serai pompier. Donc retenez bien cette partie où je disais je serai pompier. Donc voilà, et ma relation avec mes parents, à ce moment-là je vivais avec ma mère, j'étais avec ma mère, pas mon père, enfin mon géniteur. Donc, c'était normal. J'étais très fusionnelle avec ma maman. Ensuite, mon beau-père est arrivé, que je disais comme mon père parce que c'est lui qui m'a élevé. Donc, voilà. Mais en soi, vraiment, niveau famille, quand j'étais jeune, enfin, on va dire, jusqu'à avant l'adolescence, on va dire, ça se passait très bien. J'avais pas de problème. J'étais bien. On me donnait tout ce que je voulais. Et pourtant, je demandais pas grand-chose, mais le peu de choses que je demandais, on me le donnait. Maintenant, on va faire un bond dans le futur. Donc, entre-temps, voilà, ma mère s'est mariée avec mon père. Et on est une fratrie de 5. On est 5? Je suis pas de soeur. Je n'ai pas de soeur. Donc, vous vous doutez bien qu'une fratrie de 5, il n'y a pas de soeur. Et j'étais
un petit garçon manqué. Mais quand je vous dis un gars, pour moi, je savais que j'étais une fille. Mais j'étais un gars. J'étais un gars. Les gros jogging, les grands t-shirts bien oversize, alors que vous avez vu que je suis pas tellement... Je suis bien menue et pourtant, ah ouais. Et après, il faut dire aussi que bon, mes frères, enfin, les plus grands, on va dire, étaient dans le milieu, on va dire, pas de la drogue, mais un peu dans la rue, tout ça. Donc, comment dire? Comme je le dis si bien, je ne suis pas une enfant de la rue. Moi, je suis une enfant, maman, papa, mamie, on me fait des câlins, j'étais bercée limite trop près du mur, mais je connais un peu la rue en fait. À mes dépens, je connais la rue, les fréquentations aussi ont fait que je connais la rue. Donc je ne traînais pas dans la rue, mais j'ai les contacts, enfin, j'avais les contacts. Qui fait que ma vie en fait, comment expliquer ça? C'est pas que je menais une double vie, mais c'est comme si j'étais, on va dire, cet enfant très calme. À l'époque, j'étais très calme, très réservée. Mais avec, comme j'ai subi beaucoup de harcèlement à l'école, en fait, en même temps, ça m'a rendu tellement dur, tellement pas méchante. Moi, ouais, j'étais méchante. J'étais vraiment méchante. Quand j'ai commencé à grandir, je braquais les gens, je me battais. Vraiment, quand ma mère va voir la vidéo, elle va tomber dans les pommes. Mais je braquais les gens, je les tapais. Mais ça, c'est des choses qui sont passées, on va dire, à partir du lycée. Parce que quand j'étais au collège, je me faisais harceler. On a essayé de me braquer, mais un de mes frères, un de mes grands frères a été chercher mes affaires. Enfin bref. Mais à partir du lycée, en fait, j'ai développé ce truc de... J'étais une enfant en colère. Et je n'avais pas raconté, en fait, à ma famille ce qui se passait. Et tout le monde me faisait la remarque. Ils me disaient, Annie, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, genre, tu es très en colère et tout. Et moi, je suis là en mode... En fait, comment expliquer? Je me sentais incomprise. Mais en fait, Annie, à un moment donné, comment ils font pour te comprendre s'ils sont pas dans l'école? Il faut ouvrir ta bouche. Mais non, moi, j'avais ce truc de tout garder pour moi. Et je gardais tellement que j'étais devenue méchante, en fait. J'étais méchante envers mes petits frères. J'étais méchante. Des fois, je parlais mal à ma grand-mère. Je parlais mal à ma mère et tout. Bon, je me mangeais peut-être 2 belles calottes quand même. Mais je parlais très mal. Je parlais vraiment mal. Et en fait, avec ça, ça a nourri en fait une sorte de haine en moi. Et j'étais là en mode, mais je me disais, en fait, Seigneur, pourquoi enfin, je connaissais pas Dieu, mais tout le temps, je disais, mais Seigneur, en fait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu m'as permis de venir au monde si c'est pour souffrir comme ça, en fait? Enfin, je comprends pas. Et c'est vrai qu'il y a des moments, je pensais au suicide. Ça a traversé mon esprit, mais en même temps, j'ai été élevée, en fait, à la dure. C'est-à-dire que tu pleures, en fait, beaucoup la nuit et le lendemain, ça va mieux. Donc, en même temps, en fait, c'est comme si tout se passait. J'étais oppressée, en fait, au niveau de mes pensées. Mais je me disais, en fait, tu peux pas lâcher. Tu peux pas... Ce qui m'empêchait, en fait, de passer le cap, c'est que je me disais, ma famille et surtout mes 2 petits frères, les 2 plus petits, en fait, c'est eux, sans le savoir, même si je leur parlais très mal, j'étais très méchante avec eux, mais en fait, en même temps, c'était eux, en fait, qui me permettaient, en fait, de tenir. Parce qu'en fait, j'aime ma famille, j'aime ma mère, j'aime mon père, mes grands frères, je les aime. Mais les 2 plus petits, en fait, ces gens, c'est vraiment... Donc, c'est eux, en fait, qui me permettaient de tenir, malgré tout ce qui m'arrivait, le fait que je me faisais beaucoup harceler à l'école. Et il y a eu un jour au lycée, en fait, les profs voyaient que je me faisais harceler. Des fois, on prenait mes affaires, j'étais au lycée, hein, on prenait mes affaires, on les jetait par terre. Et en fait, les profs voyaient, mais ne disaient rien. Ils disaient rien. Et il y a eu un jour, vraiment un jour, c'était la goutte de trop où, genre, des garçons m'embêtaient tout le temps. Et en fait, ils ont pris mes affaires, ils ont jeté par terre. Mais il faut savoir, au entre parenthèses, que je sais pas pourquoi, j'avais ce truc de... J'avais tellement besoin, en fait, je comprenais tellement pas pourquoi on me faisait ça, que on me donnait de l'amour. En fait, ma famille me donnait de l'amour, mais on me donnait pas l'amour dont j'avais besoin. Mais en fait, ils pouvaient pas me donner cet amour-là, en fait, parce qu'ils comprenaient pas, en fait, ce qui se passait dans ma vie. Donc, les personnes, en fait, comment dire, je me faisais agresser, tout ça, mais en même temps, j'étais amie avec mes agresseurs. Vous voyez, genre, c'est très paradoxal. Genre, je me faisais harceler, agresser, tout ça. Et j'étais quand même amie avec eux. Je savais que c'était pas bien. Mais comme j'avais personne, bah en fait, je restais avec eux. Donc, c'est comme si j'acceptais, en fait. Et il y a eu un jour où ça a été la goutte de trop. Je suis sortie de la classe et j'ai fait une grosse crise d'anxiété.
Et c'est long, des années après que j'ai su que c'était une fille, en fait. J'ai été convoquée par la principale et des gens de la vie scolaire pour me demander qu'est-ce qui se passe et tout. Donc j'ai expliqué vite fait. Et c'est des années après que j'ai une amie, enfin à l'époque, qui m'expliquait qu'en fait c'était trop pour elle. Elle voyait que les profs ne disaient rien. Donc en fait elle a été se plaindre et elle a demandé à ce qu'on ne dise rien en fait. Et en même temps je me dis, Dieu merci en fait, elle a fait ça parce que je sais pas en fait qu'est-ce qui serait passé ce jour-là. Parce que j'ai fait cette crise. Mais en fait j'ai limite cru que j'allais mourir. Et encore une fois, je rentrais chez moi le soir et je faisais comme si de rien n'était. Comme si non, ça allait en fait. Et comme moi, je vivais avec ma mamie. J'allais souvent chez ma mamie. Je vivais aussi chez ma mère, mais j'allais beaucoup dormir chez ma mamie. Donc, ma mamie, elle avait ce truc de me demander alors la journée, comment ça a été et tout. Moi, je suis là, non, ça a été, putain, blablabla. Je mentais. Je mentais de fou et voilà. Donc, on va dire concernant les études, c'était compliqué aussi parce qu'en fait j'ai un trouble qui s'appelle la dyscalculie et la dyslexie qui fait que, comment expliquer ça, quand tu es multi-10, il y a deux solutions, c'est soit tu es précoce soit tu es en retard et moi j'étais précoce qui fait que j'ai sauté une classe. En fait c'est comme si on savait que j'avais ce trouble mais j'ai réussi à pallier ce trouble, à mettre je sais pas, des mécanismes peut-être dans ma tête pour essayer de camoufler ces troubles. Donc, on ne les voyait pas. En fait, c'était comme des troubles qui sont là. Mais en fait, il faut vraiment être avec moi pour voir que j'ai ces troubles, que j'ai le trouble de dyscalculie et dyslexie. Donc, au niveau des études, ben, en fait, ça allait, mais ça allait pas. C'est-à-dire que jusqu'au bac, ça allait. Et passer le bac, genre, ou les études supérieures, ouh là 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 là. Ouh là 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 là. C'est comme si, là, en fait, j'étais tellement... En fait, j'avais tellement subi, j'étais tellement fatiguée que je faisais les choses comme un sorte de mécanisme, en fait. C'est un mécanisme dont je me disais, en fait, il faut le faire parce qu'il faut le faire, en fait. Je me disais pas... Je le faisais pas parce que j'aimais, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Et il faut... Je sais pas si vous vous rappelez, comme je dis précédemment, j'ai eu beaucoup de vie. Comme on aime bien me dire à l'église, j'ai eu beaucoup de vie. Donc, de l'âge de mes 9 ans jusqu'à mes 18 ans, j'étais pompier junior. Après, à mes 18 ans, j'ai arrêté parce que j'ai commencé, on va dire, les études supérieures. Donc, j'avais moins le temps. Et j'ai fait des études... alors, j'ai fait une première année de médecine, deuxième année de médecine. J'ai arrêté. J'ai fait première année de licence, deuxième année de licence. J'ai arrêté. Entre-temps, à ce moment-là, ben, en fait, j'étais, on va dire, comment expliquer? J'avais le droit, en fait, par rapport à ce que je faisais, j'avais le droit de faire des stages d'infirmière. Donc, j'étais infirmière en parallèle. Et j'avais une petite rémunération, en fait, parce que je venais faire des gardes en même temps. Voilà. Donc on va dire, entre guillemets, j'étais infirmière. Et en même temps, je travaillais en boîte de nuit. On va y venir, je travaillais en boîte de nuit. Donc, oui, j'ai fait beaucoup de choses, tout ça. Donc, je travaillais en boîte de nuit en même temps. Donc, en fait, j'avais ce truc, dès que j'ai eu mon bac, j'avais ce truc de, je commence quelque chose et je ne termine pas. Je commence quelque chose, je ne termine pas. Je commence quelque chose, je ne termine pas. Et c'était quelque chose, je me suis rendu compte que c'est un problème que j'ai développé, justement, le fait que je me suis fait harceler avant et que je n'en parlais pas du tout. Mais en fait, j'étais bloquée, en fait. Genre, il y avait quelque chose qui comme ça, et je me disais, en fait, je suis nulle. Je suis nulle, pourquoi je suis sur terre? Donc, en fait, j'étais là, j'allais en cours. À peine si on me voyait, à peine si j'étais là. Les profs ne savaient même pas si j'étais là ou si j'étais pas là. Donc, je me disais, bon, en fait, faut le faire. Et puis voilà, en fait, ne pas décevoir ma famille. Parce que ma mère a beaucoup dépensé. Parce que, comme je disais, j'ai un trouble. Je suis dyslexique et dyscalculique. Donc, je prenais des cours particuliers en même temps. Et ma mère dépensait énormément d'argent dans ça. Parce que, pour pallier à ce trouble. Donc, je me disais, en fait, je ne pouvais pas décevoir ma famille. Je ne pouvais pas les décevoir, je ne pouvais pas laisser tomber. Donc, je me forçais, mais ça ne me plaisait plus. J'arrivais plus. Le milieu de la médecine, et en plus, il y a eu le Covid. C'était compliqué. Donc, franchement, j'ai eu du dégoût, en fait. Donc, j'ai arrêté les études. Ouais, j'ai arrêté les études. Le jour où j'ai annoncé à ma mère que j'arrêtais les études après la deuxième année de licence, vous connaissez les mamans? Tu arrêtes pour faire quoi? Ok, tu arrêtes, mais tu arrêtes pour faire quoi? Et je disais à ma mère, je sais pas. Ma mère, elle m'a rigolé. Elle a rigolé. Elle a rigolé. Elle m'a dit,
tu vas arrêter l'école, ok? Mais tu ne restes pas chez moi à ne rien faire. Donc c'est soit tu trouves quelque chose, soit l'année prochaine. J'ai dit ça, maman, on était au mois de juillet. Elle m'a dit, c'est soit tu trouves une solution, tu trouves quelque chose à faire, ou soit en fait tu continues. Mais tu ne restes pas chez moi à ne rien faire. Donc, voilà, ça a enchaîné. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais c'est comme ça. Et voilà. Donc pour les études, en fait, on va dire c'est comme ça que ça s'est passé. Pour parler aussi un peu de ma vie dans le monde. C'est une façon de parler, mais ma vie, en fait. J'étais une fille, en fait, comme j'expliquais, le monde de la nuit, je connais très bien. J'ai commencé à travailler dans le milieu de la nuit de l'âge de mes 17 ans. Ouais, 17 ans. Sauf qu'en fait, comme c'était des amis à mon père, en fait, mon père restait avec moi. Si par exemple, j'allais travailler dans une boîte de nuit, mon père restait là toute la nuit. Jusqu'à ce que je commence et je termine. Et si c'était pas mon père, c'était ma mère. Mais la plupart du temps, c'était mon père, pardon, qui restait. Donc, j'en ai vu des choses dont je vais passer. Mais le monde de la nuit, c'est quelque chose. Donc, il y a eu ça. En fait, il y avait aussi les mauvaises fréquentations, comme j'expliquais. Donc, je connaissais beaucoup de personnes qui dealaient, qui braquaient les gens, qui avaient des ci, qui avaient des ça. Et aussi, j'avais des copines aussi. Je pensais que c'était des amis, mais en fait, c'était pas des amis du tout. Ça se passait mal. Ça s'est très mal fini entre nous. Ça a été très loin jusqu'à ça a été sur des lives TikTok, tout ça. Enfin, l'influence a fait que, en fait, j'étais tellement... En fait, comment expliquer? Ma famille me donnait de l'amour. Mais c'était tellement pas l'amour dont j'avais... De cet amour-là, ça dont j'avais besoin. En fait, j'avais besoin de tellement plus que j'essayais, en fait, de combler ce manque avec des amis. Mais en fait, qui ne sont pas des amis, en fait. Qui m'ont entraîné à faire des choses. Vraiment, n'importe quoi. Enfin, aller en boîte de... Enfin, voilà. Je mentais beaucoup. Enfin, c'était vraiment... J'étais arrivée dans un cercle où... Un moment où ouais, c'est vrai, je mentais beaucoup. Et vous savez, les mamans, elles connaissent leurs enfants. Elles savent quand elles mentent. Et ma mère, en fait... C'est pas que j'avais une mère stricte. Mais elle était stricte. C'est-à-dire que... Tu sors avec qui? Tu vas où? À quel endroit? À quelle heure? Et à quelle heure tu rentres? Enfin, à quelle heure tu pars? À quelle heure tu rentres? Et c'était le jour de maman où... Si tu veux sortir, il faut que je vois les personnes avec qui tu sors. Et ça, c'est un truc qui m'énervait. Je suis en mode, mais maman, je me disais tout le temps, les autres filles, elles sortent de chez leurs parents, comme si de rien n'était. Elles rentrent, qu'elles sortent, comme si c'était un moulin. Mais en même temps, moi, je suis là en mode, mais attends, pourquoi ma maman, elle me fait ça, genre, pourquoi ma maman, elle veut tout le temps, genre, me garder comme ça et tout. Mais en fait, heureusement qu'elle l'a fait. Heureusement qu'elle l'a fait, parce que je pense que si elle l'avait pas fait, si ma mère ne mettait pas certains freins, je pense que j'aurais fait beaucoup plus dans ma vie. Et je pense, et comme je disais, je connaissais les mauvaises personnes. Donc je pense que ouais, j'aurais pu aller en prison, des trucs comme ça. Je pense que ouais, ça aurait été possible. Ça aurait pu se faire. Mais Dieu merci, en fait, ma mère avait ce discernement de se dire, en fait, j'ai un droit de regard sur mon enfant. J'ai mis 11 mois et demi pour la mettre sur terre. Donc en fait, ma belle, je suis restée là. Si tu ne peux pas te justifier dans les questions que je te pose, en fait, tu pars pas. Donc là, on va passer à la partie où, entre guillemets, j'ai rencontré Dieu. C'est-à-dire rencontrer. C'est un grand mot parce que je ne sais pas. En fait, on me parlait de Jésus, mais je ne comprenais pas qui c'était, qu'est-ce que c'était. C'était quelque chose, c'était quelqu'un. Je ne comprenais pas. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où un de mes plus grands frères, vraiment le plus âgé, est venu avec un prophète à la maison. Et en fait, de base, il était venu voir mes parents. Mais moi, j'étais une enfant où je voulais savoir tout ce qui se passait. J'étais comme ça. Moi, en fait, pardon, my bad. Je suis un genre de personne où j'aime tout contrôler. Je veux savoir ce qui se passe chez mes parents. Je veux savoir ce qui se passe autour de moi. Je veux savoir. Tu rentres chez moi, déjà, t'es qui? T'es qui, toi? Donc, je me rappelle, quand il est venu, je me rappelle bien de ce jour-là. Quand il est venu, il a dit bonjour à tout le monde et tout. Mon frère l'a présenté, tout ça. Enfin bref, mes parents, en fait, ils avaient déjà parlé en amont. Mais moi, je ne savais pas qui c'était. Il a voulu venir me dire bonjour. Je regardais ce monsieur, j'ai dit, tu es qui? Qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Parce que je le trouvais un peu bizarre, mais bon, sans plus. Donc voilà, il s'est présenté et tout. Et en fait, régulièrement, comme il était souvent à la maison, donc en fait, on a tous sympathisé
c'est passé très vite avec lui, donc il nous prêchait l'évangile, il venait à la maison, on faisait des cultes à la maison, tout ça. Et il y a eu le moment arrivé des baptêmes. Et on a tous décidé de se faire baptiser. Moi, on ne m'a pas forcé à me baptiser. Sincèrement, dire qu'on m'a forcé, ce serait mentir. Mais en fait, j'ai décidé de me faire baptiser à ce moment-là parce que j'ai vu mes parents faire. C'est tout. Parce que la notion du baptême, je n'avais pas compris cette notion. Je n'avais pas compris qui était ce monsieur. Et en fait, tu me parlais de Jésus, mais je ne comprenais pas. En fait, je ne comprenais pas. Tu me parles de Dieu. Tu me dis, Dieu, il est dans le ciel. Donc moi, en fait, ma logique, on va dire, humaine, me dit, donc quand je prie le ciel. Je suis en mode, mais comment ça tu pries le ciel? Je ne comprenais pas. Après, tu me parles du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et tout. Et j'en suis en mode, le Saint-Esprit, c'est qui ça, le Saint-Esprit? Et moi, franchement, je suis désolée, les amis. Désolée de dire ça, mais en fait, pour moi, quand je me parlais du Saint-Esprit, moi, j'ai cru que... Alors, moi, j'ai cru que Dieu, c'était le ciel, vraiment le ciel, le bleu, le ciel. Et le Saint-Esprit, j'ai cru que c'était l'air. Donc, j'avais l'air qui rentrait en moi. Rien que d'en parler là, franchement, j'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai vraiment cru que c'était ça parce que c'est pas que j'étais pas en âge de comprendre, mais on m'avait pas expliqué convenablement, on n'avait pas pris le temps avec moi et je n'avais pas les enseignements. Donc, pour moi, c'était fou. Et un truc aussi, on me disait, donc, alors, il y a eu des baptêmes et après les baptêmes, on allait dans une église. Alors, il faut savoir que mon église actuelle, c'est Renaissance. C'est à Pointe-à-Pitre à l'assainissement. C'est comme si mon église est là. Il y a une rue à gauche, une rue à droite. Et moi, j'étais dans la rue de droite. Et dans la rue de droite, il y avait une autre église. Et j'allais dans cette église. Je voyais les délivrances. Oh mon Dieu. La première fois que j'ai vu une délivrance, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Je demande qu'est-ce qui se passe. Et on ne m'explique pas. Et c'est ça, un truc. Un truc, par contre, que je reproche à certains adultes, c'est que quand un enfant vient vous poser la question, en fait, expliquez-lui. Expliquez-lui, en fait, parce que je pense que ça m'avait expliqué, ça m'aurait évité de perdre tout le retard en fait. Enfin, Dieu rachète le temps, mais ça m'aurait évité certains combats en fait. Si tu m'avais expliqué juste, bon, en fait c'est des délivrances et les gens, voilà. Bref, si tu m'avais expliqué, je n'aurais pas posé plus de questions. Mais en fait, comme on ne m'expliquait pas et tout, et que en plus, tu as des personnes, tu as des pasteurs, des prophètes et tout qui viennent prophétiser sur toi, qui viennent te dire que oui, je vois ci sur toi, je vois. Et on me faisait ça. Oui, mademoiselle, je vois ci sur toi, il s'est passé telle chose. Tu es né de façon un peu bizarre, pas bizarre, mais un peu particulière. Tu es dans ta vie et tout ça. Et moi, je les regardais comme ça. Je suis en mode, donc Dieu, il est dans ma vie, donc le ciel repose. Donc le ciel est sur ma tête. Et je me parle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit passe sur moi. Je comprenais rien, les gars. Je comprenais vraiment rien. Donc, qui fait qu'après, on les a perdus de vue. Ils sont pas restés en France. On les a plus entendus, donc voilà. Donc, je suis retombée en fait dans mes travers, les mauvaises fréquentations, braquer les gens, me battre. Tout ça, ça n'arrangeait pas les choses. Donc, après, le temps est passé. En février 2020, donc j'avais 19 ans, mon frère, un de mes frères, comme n'oubliez pas, on est une fratrie de 7, donc un autre de mes grands frères, Loni et moi, on se parlait pas tellement par message. On se parlait pas vraiment par message et tout. On s'envoyait de temps en temps des messages, mais c'était pas tout le temps. Un jour, c'était un samedi, je m'en rappellerai toute ma vie, le 27 février. Loni m'envoie un message. Loni me dit oui, Annie, demain tu viens à l'église. Et moi, j'étais quelqu'un où j'étais bête et disciplinée. C'est-à-dire, tu me fais une chose, ben, tu me dis Annie, fais telle chose, je vais le faire. C'est-à-dire que pour moi, tu es un adulte, tu vas pas me vouloir du mal, donc je vais faire. Donc il me dit oui, le lendemain, c'est-à-dire le 28 février, tu vas venir à l'église. Il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Donc j'ai dit Jennifer, ils vont venir te chercher, tu iras au culte avec eux à Petit Bourg et tout dans mon église. Je suis en mode ok, d'accord, il n'y a pas de problème. J'en parle à ma mère ne voit pas d'inconvénient. Et même il avait déjà expliqué à mes parents et tout. Donc il n'y a pas de problème. Ok. Il m'a dit sois prête pour. Je me rappelle, il m'a dit sois prête pour 6h30 parce que je connaissais pas tout ça, mais il y avait la prière du staff, il y avait tout ça. J'ai dit ok. Le 28 février 2020, je me prépare. J'attends, j'ai dit Jennifer. Et à un moment, je me suis même dit, ils vont pas venir, je vais pas aller à l'église et puis voilà, terminé. Hein. Franchement, que j'y aille ou pas, ça me portait peu. Et en fait, il faut savoir aussi que je faisais du sport de combat.
Et en fait, à ce moment-là, j'étais en béquille parce que j'ai participé à une compétition. Et on va dire, voilà, mais je me suis fait les ligaments croisés et le ménisque touché. Qui fait que je suis restée en béquille, c'est-à-dire ma jambe était tout le temps pliée. Je suis restée comme ça 6 mois. Donc j'étais en béquille et tout. Donc pour moi, c'était compliqué de me déplacer et tout. Et j'avais déjà le permis. Mais c'était compliqué, je ne pouvais pas conduire. Donc je suis là en mode j'attends. Quand j'ai vu une certaine heure, je me suis dit bon, ils ne vont pas venir. Parce que je sais que le culte commençait à 10 h. Au final, ils sont venus. C'est juste que ouais, ils étaient en retard par rapport à là où ils habitaient aussi. Il faut dire aussi, par rapport à là où ils habitaient avant, par rapport à chez moi, ça leur faisait faire un grand détour pour venir me chercher. Donc oui, effectivement, ils ont eu du retard. Mais ils sont quand même venus. Je suis en mode bon, ils sont là. Allons-y. Donc, j'arrive dans cette église. Je vais pas vous mentir, quand j'arrive dans l'église, on m'a présenté et tout. J'ai trouvé l'église bizarre. J'ai trouvé bizarre parce que, comme je vous expliquais avant, par rapport au harcèlement, tout ça, l'amour dont j'avais besoin, je n'arrivais pas à avoir cet amour que je voulais tellement. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'église, je suis rentrée dans le bâtiment. En fait, il y a une sorte de paix qui m'a envahie. Et j'ai trouvé ça tellement bizarre. Je suis en mode, oh, j'aime si mal. En ma voiture, mes amis, envie de partir. J'avais envie de partir. Et les gars, j'avais envie de partir. Mais je pouvais pas. Je pouvais pas. Et mon frère, vous savez ce qu'il m'a fait? Est-ce que vous savez ce qu'il m'a fait? À l'époque, c'était 3 rangs. Les 3 rangs, c'était... Un rang là, c'était 2 chaises. Une rangée de 2 chaises. Ici, c'était une rangée de 2 chaises. Et ici, c'était une rangée de 2 chaises. Et je me rappelle, à l'époque, les 2 pasteurs s'asseyaient devant. Vous savez qu'est-ce que mon frère m'a fait? Est-ce que vous savez même? Mon frère m'a fait m'asseoir. C'est-à-dire, il y avait pasteur Kéren. Je me rappelle. Il y avait pasteur Kéren à gauche. Il y avait l'apôtre Anthony qui s'asseyait à la droite. Et il y avait moi juste à côté. Il m'a fait m'asseoir tout devant. Genre, premier rang. Je viens d'arriver. Pour moi, je vous promets, hein, pour moi, c'était un guet-apens. Premier rang. Premier rang. Je m'assois tout devant. Il m'a dit, non, assis-toi là. Je suis en mode, ok, mais j'avais pas compris. Les amis. Si je savais. Et en fait, ils étaient en train d'étudier sur une série. Et cette série s'appelait Les Guerres Invisibles. Et c'était le dernier dimanche où ils prêchaient sur cette série-là. C'est-à-dire c'était le dernier jour pour ce thème-là. Après ça, les autres dimanches, il allait avoir, le dimanche d'après, il allait avoir un thème différent. Les amis. L'apôtre a donné seulement le titre. Le titre du message, il commence à pleurer. Quand je vous dis, j'ai pleuré. Mais en fait, genre, je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Et je suis là en mode, les larmes coulent. Au début, les larmes, elles coulent. Et je suis là en mode tranquille. Genre en mode, année. Viril, frère, bonhomme, genre. Moi, j'étais toujours un garçon manqué. Donc, bonhomme, genre. Ah! Je suis mes yeux. Mais en fait, plus il prêche, plus je pleure. Plus il prêche, plus je pleure. Jusqu'à ce que il arrive à la fin de son message. Et c'est là, en fait, j'éclate en sanglots. Genre, je pleure. Et en fait, il y a un pasteur qui m'a regardé. Moi, je voyais qu'elle avait de la peine. Mais je pleure. Et j'étais comme ça. J'étais comme ça et tout. Et à un moment, l'apôtre me regarde. Il me dit, ça va? Je suis là en mode, ça va pas. Et à un moment, il me fait me lever et tout. Et c'est là qu'il me pose la question, est-ce que tu as déjà accepté Dieu dans ta vie? Je suis en mode, non, j'ai jamais fait cette prière. La prière du salut, je n'ai jamais faite. Donc, j'ai fait la prière du salut. Le 28 février, j'ai rencontré Dieu. J'ai trouvé une église. J'ai fait la prière du salut. Et Dieu m'a guéri en fait de mon problème de genou. C'est-à-dire que je suis arrivée en béquille. Et une grosse attelle. C'est-à-dire l'attelle partait de ma cuisse et elle descendait jusqu'à mes chevilles. Je suis repartie sans attelle, sans béquille, sans rien. Voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. C'est comme ça où j'ai découvert ma famille en fait en Renaissance. C'est comme ça qu'en fait j'ai réappris à aimer. C'est vrai que le processus en fait n'était pas terminé parce qu'on va dire il existe la deuxième rencontre divine
Et en fait, c'est à ce moment-là où genre, tu fais vraiment face à face avec Dieu. Et je sais que j'ai fait vraiment ce face à face avec Dieu ben, en 2024. En janvier de dévotion 2024, j'ai vraiment fait ce face à face. Vraiment, j'ai rencontré Dieu personnellement. Mais j'ai accepté Christ dans ma vie et tout. Et essayer de changer en fait. Mais ça a commencé vraiment le 28 février 2020. Ce fut le jour où j'ai vraiment découvert en fait qu'est-ce que c'était que d'être aimé. Et en fait, genre j'ai compris en fait, je me disais, tout le temps je me disais, Annie, t'es tout le temps seule, t'es tout le temps seule. Et en fait, j'ai découvert en fait que non, en fait, Annie, t'es pas seule. Tu vivais des combats. Dieu t'appelait depuis des années, mais tu n'entendais pas en fait cet appel. Déjà même juste Annie, ta naissance. 11 mois et demi, tu restes dans le ventre de quelqu'un, ça, il me dit, est-ce que c'est normal? Non. Mais pour moi, en fait, pour moi, j'ai cru que Dieu, en fait, il ne m'aimait pas. J'ai cru que, voilà, en fait, j'ai cru qu'on ne m'aimait pas. J'ai cru qu'on ne m'aimait pas. Et donc, qui fait que, aujourd'hui, on est le 13 mai 2025. J'ai 24 ans. J'aime Dieu. Je sers dans mon église locale. Et en fait, c'est on va dire, cette église est arrivée au point nommé. Parce qu'en fait, sans le savoir, en fait, je commençais à avoir des pensées de suicide. Mais en fait, ces pensées-là, c'était intensifié. Elles s'étaient intensifiées. Je n'avais pas parlé. Et à chaque fois, je me disais, non, en fait, Annie, tu ne peux pas passer ce cap. Ta famille et surtout tes deux petits frères, tu vas les laisser là et tout. Comment ils seront? Donc, je ne passais pas le cap. Mais plus les années passaient et plus ça s'intensifiait. Ça montait. Donc, voilà. Voici mon histoire. Donc j'espère que ce témoignage, en fait, ma petite histoire un peu brouillon comme d'habitude, vous a parlé, vous a touché. Et en fait, je prie dans le nom de Jésus que là où il y a une personne qui va regarder ce témoignage, qui n'est pas encore arrivé à Christ, je prie dans le nom de Jésus que cette personne puisse accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Je prie dans le nom de Jésus que cette personne, en fait, trouve une personne quelconque dans sa vie qui puisse l'amener à Jésus. Que là où une personne subissait, en fait, des oppressions au niveau des pensées, au niveau de son amour, là où son cœur était tellement meurtri, je prie dans le nom de Jésus que son cœur en fait de pierre devienne un cœur de chair, que cette personne en fait puisse rencontrer fasse une rencontre divine, personnelle, face à face avec Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu qui m'a sauvé puisse te sauver aussi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, comme j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Donc on se retrouve pour bientôt une prochaine vidéo qui va sortir normalement dans la semaine. Normalement, elle va sortir dans la semaine. Et j'espère qu'elle vous plaira. Et à bientôt.